Quand on évoque la proto-histoire du sous-continent indien, Mehrgarh fait figure de pionnière. Installée au cœur de la plaine de Kachi, au Baloutchistan, cette communauté néolithique a laissé derrière elle bien plus que des traces d'agriculture ou d'habitat. Elle a produit les premiers objets décorés qui témoignent d'une pensée structurée et d'une esthétique partagée. Notamment au cours de la période 2A, vers 5500 à 4800 avant Jésus-Christ, la poterie peinte devient le reflet silencieux d'un langage visuel commun en formation dans toute la région. Mais Mehrgarh n'est pas seul. D'autres cultures, comme Kiligul Muhammad III et Togaoa, contemporaines ou légèrement postérieures, développent des styles similaires. Leurs décors géométriques, bien que localement différenciés, semblent répondre à une même logique mentale. Ordonner, symboliser, transmettre. À Mehrgarh 2A, la poterie cesse d'être simplement utilitaire. Sur des engobes claires, les artisans appliquent des motifs peints en noir ou rouge, points alignés, triangles hachurés, chevrons, damiers, papillons stylisés. Cette ornementation suit une logique, elle structure la surface, sépare les zones, introduit un rythme visuel. Ces motifs ne sont pas posés au hasard. Leur répétition dans le temps et leur positionnement précis montrent qu'ils obéissent à des règles partagées, un système de codification qui reflète une organisation mentale plus large. À défaut d'écrire, ces communautés pensaient en motifs. Ces premiers signes d'un ordre visuel suggèrent l'émergence d'une cognition collective centrée sur la représentation graphique. Chaque motif semble avoir été choisi non seulement pour sa valeur esthétique, mais pour sa capacité à structurer visuellement l'objet. Les chevrons, par exemple, créent des effets de rythme ou de mouvement. Les triangles hachurés introduisent des contrastes et des équilibres visuels. La disposition en zone, haut, centre, base, évoque une compréhension intuitive de la composition, comme s'il existait une syntaxe visuelle propre à cette culture. Cet usage intentionnel des formes révèle une capacité à organiser l'information visuelle, à lui donner un sens au-delà du décoratif, un peu comme les premières formes d'iconographie symbolique dans d'autres civilisations. On peut même établir un parallèle avec les pétroglyphes, ces gravures rupestres que l'on retrouve du Sahara à l'Asie centrale. Comme les décors peints de Mehrgarh, les pétroglyphes témoignent d'un effort pour fixer visuellement une idée, une mémoire, une fonction. Ils ne sont pas de l'écriture au sens strict, mais des formes répétées, souvent placées à des emplacements symboliques, permettant de communiquer à travers le temps et l'espace. La différence est technique, gravure contre peinture. Mais la fonction mentale est similaire, structurer une pensée à travers des signes visuels durables. À quelques centaines de kilomètres de là, sur les hauteurs de Quetta, la culture de Kiligul Muhammad III, vers 4000-3500 AVIJC, prolonge cette tradition. On y retrouve les mêmes formes de base, chevrons, lignes ondulées, triangles hachurés, mais la technique s'affine. La poterie est désormais tournée, la cuisson mieux contrôlée, les décors parfois plus denses. Kiligul Muhammad ne fait pas que reprendre le langage visuel de Mehrgarh. Il le renforce, le spécialise, peut-être même le hiérarchise. On observe à cette période plusieurs transformations majeures. D'abord sur le plan technique, avec l'adoption du tour de potier qui permet une production plus rapide et plus régulière. Ensuite sur le plan stylistique, avec une densification des motifs et une tendance à l'encadrement des compositions décoratives dans des zones bien délimitées. Cette maîtrise accrue ouvre la voie à une diversification des formes céramiques, parfois dédiées à des fonctions spécifiques, comme le stockage, le rituel, ou encore le transport. Enfin,
La présence plus fréquente de ces objets dans des contextes funéraires ou cérémoniels suggère un glissement progressif vers une valeur symbolique ou identitaire accrue des poteries peintes. Les sépultures associées à cette phase montrent parfois une sélection soignée de vases décorés placés auprès du défunt, sans doute en lien avec des pratiques d'accompagnement dans l'au-delà. Cela implique que certaines poteries, par leur forme et leur décor, pouvaient revêtir un rôle rituel spécifique, par exemple, contenir des offrandes ou des substances symboliques. On observe aussi que ces vases ne sont pas toujours des objets d'usage quotidien recyclés, mais parfois des pièces manifestement fabriquées pour l'occasion, ce qui suggère une intentionnalité rituelle claire. Ce lien entre poterie et monde funéraire renforce l'idée d'un usage codé des motifs, porteur d'un message ou d'un statut, et introduit une dimension de communication avec l'invisible, typique des sociétés en cours de complexification sociale. Un parallèle intéressant peut être établi avec d'autres traditions funéraires contemporaines ou légèrement postérieures. Par exemple, dans la culture d'Umdaba Ghiya, en Mésopotamie, ou celle de Satal Oyuk en Anatolie, on retrouve des pratiques similaires d'enfouissement accompagnées d'objets choisis, notamment des contenants décorés ou des figurines. En Iran préhistorique, sites comme Tepe-Sialk, certaines tombes intègrent également des vases peints à motifs géométriques, souvent placés près de la tête ou des mains du défunt. Ces convergences suggèrent que, dans de nombreux foyers néolithiques ou chalcolithiques du Proche-Orient élargi, la céramique peinte jouait un rôle actif dans le rituel funéraire, comme vecteur d'identité, comme offrande ou comme médiateur entre les vivants et les morts. Ce phénomène témoigne d'un glissement culturel global vers une sacralisation des formes visuelles, où l'objet n'est plus simplement utilitaire, mais devient porteur de sens, de mémoire, voire de croyance.